Salut à tous les amis, aujourd'hui avec Stéphane on se retrouve pour déjà le deuxième épisode de notre série le Tour des clubs. On vous emmène aujourd'hui en Aquitaine pour découvrir le Bordeaux Athlé, un club de référence au niveau du paysage français, avec comme invité aujourd'hui Laurent Moreschki. Euh, on vous rappelle également que cette série elle est réalisée en partenariat avec Dimasport, qui est le partenaire officiel de l'athlétisme français. On les remercie et grâce à eux, on va mettre en place un jeu concours qui va un peu opposer tous les clubs participants à notre série. Ils offrent 1500 € de bons d'achat au club dont l'épisode aura le plus de likes sur sa vidéo YouTube. On vous en reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Alors, pour comprendre le fonctionnement et les ambitions de Bordeaux Athlétisme, installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ouais Stéphane, juste avant de commencer ce podcast avec Laurent Moreschki de Bordeaux Athlé, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que j'ai dit, une petite bêtise que j'ai dit dans l'épisode avec Sergi. À un moment donné, j'ai affirmé que Dimasport ne faisait pas de perches, alors que Dimasport, c'est le distributeur exclusif des perches de la marque Pacer. Donc voilà, c'est la marque quand même avec laquelle saute Marie-Julie Bonin du Bordeaux Athlétisme. C'est pour ça qu'aussi je profite de l'occasion pour mettre au clair les choses. Elle est quand même championne du monde indoor avec ces perches-là qui sont fournies par Dimasport. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus, Stéphane, et je te laisse la parole pour présenter un tout petit peu notre invité et lancer ce podcast avec Laurent Moreschki du Bordeaux Athlé. Le Stade Bordelais, c'est une institution depuis 1889. Tenez-vous bien, 1889, troisième club créé de l'histoire de l'athlétisme français, après le Stade de France et le Racing Club de France. Donc c'est vraiment pour vous dire que le Bordeaux, c'est un véritable berceau, j'ai envie de dire, de l'athlétisme français. Et aujourd'hui, avec Alex, on est encore ravis d'accueillir un autre invité, le deuxième podcast, le deuxième épisode de notre série de Tour de France des clubs d'athlétisme. On va appeler ça un peu le Tour de France, même si on n'a pas vraiment le droit de l'appeler comme ça, mais moi j'ai envie d'appeler comme ça le Tour de France des clubs. Et on va pas parler que de rugby, on va pas parler que de vin à Bordeaux, on va parler de formation, on va parler de haut niveau, on va parler un peu d'aspect financier, on va parler aussi de pratique, on va parler d'événements. Et aujourd'hui, le directeur sportif, c'est Laurent qui va se présenter un peu. Et merci d'avoir répondu un peu à l'appel de ce Tour de France, parce que franchement, on a déjà hâte de discuter du Stade Bordelais. Bonjour et merci de votre invitation. Donc, effectivement, je suis Laurent Moreschki, je suis le directeur technique, directeur sportif, responsable sportif selon le terme qu'on emploie au sein du Stade Bordelais Athlétisme, et accessoirement, j'ai aussi un groupe d'entraînement sur le Stade Bordelais Athlétisme. Voilà, donc ça fait ma 10e année de responsable sportif, et c'est également, non, c'est un peu plus, ça fait peut-être maintenant 15-20 ans que j'entraîne à différents niveaux, du très très bon niveau, du très très haut niveau, comme de la formation d'ailleurs. Toi, tu as toujours été investi dans le club, tu as toujours eu cette fonction dans le club, ou tu as gravi un peu entre guillemets les échelons pour arriver à ce poste-là? Alors moi j'étais athlète du club dans les années fin 90, début 2000. Puis j'ai eu un passage où je suis revenu dans mon club formateur de quand j'étais jeune, très jeune athlète, où j'ai commencé à coacher dans ce club. Et je suis revenu, donc de 2004 à 2008, j'étais dans mon club de jeunes où j'ai découvert l'athlétisme en fait, tout petit. C'est où ça? Donc là, à Bègle, c'est dans l'agglomération bordelaise, au CA Béglé. Donc D'accord. pour faire le parcours complet, j'ai commencé en tant qu'athlète au CA Béglé, arrivé en cadet. C'était pas les U18 à l'époque, c'était les cadets. Je suis vieux, je suis désolé. Je suis parti au Stade Bordelais, donc pour évoluer, pour avoir un plus gros club et pour monter en compétences, ce qui est un peu le parcours classique. Quand j'ai arrêté ma carrière d'athlète, puisque j'ai un travail professionnel à côté en dehors de l'athlète, j'ai commencé à coacher. Donc je suis revenu dans mon petit club de 2004 à 2008, et depuis 2008, pareil, j'ai eu des petits résultats en tant qu'entraîneur, donc j'ai voulu progresser un petit peu, aller un peu plus loin. Je suis revenu au Stade Bordelais en tant qu'entraîneur au départ, et depuis 2016, j'ai la double casquette entre entraîneur et directeur technique. Voilà. Tu faisais quoi comme épreuve étant un peu plus jeune? Peut-être que tu pratiques encore maintenant, mais c'était quoi ta spécialité? Alors moi, j'étais sauteur en hauteur, un peu de longueur Ok. et quelques haies. Voilà. Et, Tu pratiques plus?
Ouais, non, à 46 barreaux, c'est un peu dur, les genoux font mal, et puis j'ai une profession qui me prend un peu de temps, puisque j'ai un cyclique et je travaille aussi la nuit, donc c'est dur de s'entraîner quand on débauche de nuit. Et puis la direction technique et l'entraînement me prennent du temps, j'ai aussi ma vie de famille. Non, aujourd'hui je fais de l'entretien, j'ai pas trop pris de poids, je suis pas trop mal, mais la compétition c'est fini pour moi, quoi. D'accord. On va le dire pour nos suiveurs qui se posent peut-être la question, mais ton job, c'est professionnel. T'es sapeur-pompier professionnel, donc t'as Exactement. toujours aussi baigné un petit peu dans la culture sportive, dans le milieu du sport, et c'est peut-être pour ça ce qui explique un peu ta shape et ton affûtage actuel malgré ton âge. Bah c'est une des conditions. Moi je suis gradé mais je suis quand même opérationnel et je monte encore dans les engins. Donc pour le bien de mes missions et pour accomplir mes missions, et c'est une obligation que d'être en condition physique, ouais, c'est sûr. Parfait, on va enchaîner directement, Stéphane, Laurent, avec le Dima Quiz, hein. On va te poser plein de questions, Laurent, que ce soit à la fois sur Je toi, l'attendais avec impatience. sur le, sur le club. Voilà, on va essayer de répondre un peu du tac au tac, enchaîner les questions-réponses, et puis on vous rappelle que ce Dima Quiz, il sera fait et donné à tous les dirigeants, tous les directeurs sportifs de chaque club qu'on va recevoir, et ça sera un petit peu le fil rouge de ce podcast sur le tour des clubs. Alors Tu Stéphane, peut-être précises, que tu tu peux précises, commencer tu par la précises première qu'on n'a pas question, révisé. et nous on enchaîne. Tu précises qu'on n'a pas révisé avant. Il n'y a pas eu de révision avant C'est parce que. ça, on vous prend Non, au dépourvu. c'est vrai. Ok. Laurent, première question, assez facile. Combien de licenciés en 2025? 900 stades bordelais et environ 1500 avec les sections locales. Plutôt stade ou hors stade? Stade. Quelle discipline, d'après toi, représente le plus ton club? Sur la perche. Est-ce que tu as une anecdote un peu rigolote à nous raconter sur le club de Bordeaux? Ouais, le dernier déplacement en France, dans le déplacement, dans les billets, il y a un billet d'avion qui était enregistré au lundi matin et non au dimanche. Donc la Ok, personne en question, obligée de rentrer en bagnole depuis Miramas. Pas, Aïe. pas forcément cool. pas facile. Belle anecdote. Est-ce que tu connais le nom de ton stade et un peu son histoire, rapidement? Alors c'est le stade Stellin, bien sûr, qui est avenue de la de Tassigny à Bordeaux-Codéran, ou rue Stellin, il y a deux entrées. Alors l'histoire, pas plus que ça, si ce n'est que je sais que le club a été fondé en 1880, donc je suppose que la piste était déjà là, et que on a commencé par le stade bordelais étudiant club. Quelle est la spécialité de votre buvette? Fais-nous rêver un peu. Bah, à Bordeaux, je vais pas dire le vin parce que c'est pas vrai, on va dire la bière. Ou le cannelé, j'avais oublié les cannelés. Ah, Ok. Interclub, dans quelle discipline vous êtes le plus éclaté, j'ai envie de dire, en termes de Le- points? Alors cette année c'était la marche, sans hésitation la marche. le plus nul. Ouais, la marche, ouais. Ouais, c'était la La marche. marche, c'est le point faible. Euh, Et alors dans c'est pas quelle que ça parce discipline que vous brillez le plus, contrairement justement aux Interclubs? les hautes. Quelles sont les couleurs du club et de la mascotte du club? Donc les couleurs du club c'est blanc et bordeaux, mais ancestralement c'était noir et jaune puisque le Stade Bordelais c'est noir et jaune. Alors en fait le Stade Bordelais c'est faut savoir c'est noir et blanc. Sauf que nous la T c'était noir et jaune. Et quand on a fusionné avec la SPTT Bordeaux, qu'on est devenu Bordeaux Athlé, c'est devenu blanc et rouge. Et quand on est repassé Stade Bordelais, on a gardé le Bordeaux et rouge. Excellent. Toi, personnellement, actuellement, quelle serait potentiellement ta spécialité? Dénicheur de talent. Et sur ta spécialité athlétique, ce serait quoi? Si tu devais en choisir une, là, imagine aux interclubs, tu dois en faire une, ce serait laquelle? Là, Ouais. allez, la buvette, hein. Non, non, sérieusement, je pense que je vais prendre la distance la plus courte. Comme ça sera le plus facile pour moi. Je vais y arriver tranquille. Ça va être le 100 mètres. Et quel est ton record aux 100 mètres? Ou ça doit être un 11-10, 11-15, un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Et quelle épreuve, à contrario, tu refuserais absolument de faire aux interclubs, même si on devait te forcer à le faire, tu dirais non, ce serait à quoi? Alors c'est pas parce que pour le ridicule, mais c'est la marche. Ça fait tellement mal Ouais. au releveur plantaire là enfin, au releveur dorsal que la marche c'est horrible. Chez vous à Bordeaux, vous êtes plutôt plot, coupelle ou latte pour les séances techniques? Plot. Ok. Et imaginons, tu as un budget
illimité ou quasiment illimité, aller chez Dima Sport, de quoi tu aurais besoin là si tu devais commander maintenant, on te fait passer un devis, ce serait quoi? Une salle de muscu complète. Ok, Oh, c'est un peu plus que Sergi, hein. oh, excellent. Écoute, je sais pas si la dotation qui est en jeu à gagner permettra d'acheter une salle de muscu complète, mais voilà, sachez qu'il va y avoir ce petit jeu concours qu'on va lancer entre tous les clubs. Il va y avoir donc notre podcast qui va sortir sur YouTube. Chaque club aura sa vidéo YouTube et la vidéo YouTube qui récoltera le plus de vues. Cette vidéo-là, ce club-là aura sa dotation. C'est pas les vues, c'est les likes. Hein, on me dit dans l'oreillette, c'est les likes C'est le like. qui vont compter, les likes sur la vidéo. Donc il faudra aller voir la vidéo, la liker sur YouTube si vous êtes fan du Bordeaux Athlé, que vous voulez que Bordeaux puisse avoir une dotation et favoriser l'athlétisme dans son club. Il faudra aller liker la vidéo sur YouTube et Dima Sport vous offrira une dotation. Voilà les amis, on va enchaîner avec Laurent tranquillement. On va prendre le temps cette fois de revenir pour parler un petit peu plus en profondeur du club de Bordeaux. Et la première question que j'ai envie de te poser, Laurent, toi en plus qui est à la fois entraîneur, à la fois directeur sportif, à la fois j'imagine en relation avec les dirigeants du club, je crois même que tu es toi-même au sein du bureau. Quelle est la politique un peu générale du club? Qu'est-ce que vous faites de particulier? Qu'est-ce qui fait la singularité du Bordeaux? Alors, je connais pas forcément le fonctionnement et les politiques sportives de tous les autres clubs, donc vous dire ma singularité, je sais pas, par rapport aux autres. En ce qui concerne nous, on essaie d'être sur tous les volets de la pratique de l'athlétisme, c'est-à-dire à partir du running, d'une partie peut-être on va dire loisir, jusqu'au très haut niveau, en passant par la formation, par le hors-stade, par le trail, par toutes les disciplines qu'il peut y avoir, on essaie d'être partout. Aujourd'hui, la seule discipline, enfin la seule, je vais dire, partie de l'athlétisme qu'on n'arrive pas ou qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas voulu faire mettre en place, c'est le baby athlé. Sinon, sur tout le reste, on essaie d'être présent partout, avec en fait une connotation un petit peu de performance. Et c'est vrai que on a aussi cette volonté d'être au très haut niveau et de faire du très haut niveau. Moi, je fais la différence entre le haut niveau et le très haut niveau. Le très haut niveau, c'est clairement des médaillés dans des grands championnats internationaux. Et le haut niveau, c'est quand même ça reste de la sélection internationale ou du podium en France. Voilà. Donc nous, on est sur du haut niveau, et quand on a la pépite comme une Marie-Julie Bonin par exemple, ben là on va chercher à faire du très haut niveau. Voilà, donc on se base sur tout. Ce qui ferait notre singularité, j'ai envie de dire, c'est que on est présent partout. Et ça, c'est aussi une volonté de notre part. Et après, on a Ok. aussi cette volonté dans le milieu associatif de vouloir créer des événements qui font, on va pas se mentir, une rentrée d'argent, de la visibilité, du tissu associatif autour du bénévolat, de l'engagement volontaire et tout ça. Ok, pour rebondir sur ce que tu dis sur les événements, moi je me suis amusé à feuilleter un peu le site internet que je trouve d'ailleurs très très bien fait, mais toute la communication, on en parlera, est vachement bien faite au Stade Bordelais Athlétisme. Mais tu organises pas mal d'événements. Est-ce que c'est toi qui gères avec d'autres personnes? Est-ce que tu es le seul à gérer ces événements? Est-ce que vous faites appel à des prestataires? Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai vu des gros événements, notamment le 10 km des quais, le semi de Bordeaux. Je suppose que vous travaillez avec du monde. Comment ça se passe un peu cette organisation sur la section événementielle? Pour nos événements, donc on a 2 salariés qui sont dédiés à ça. Bon, ils ont d'autres missions, mais ils ont notamment dédié à ça. Ils sont relativement autonomes, mais c'est eux qui sont essentiellement sur ces projets-là, avec en lien et en superviseur notre présidente. Aujourd'hui, on a 5 événements. On a un meeting en salle, un meeting en plein air, le 10 km, le semi. Ouais, ça fait 4 plus des petits événements, style Kinder Kid, des choses qui sont plus liées avec des actions fédérales. Et cette année, la particularité, c'est que notre 10 km et notre semi, on les a mis à la même date parce qu'on a une problématique sur un des ponts sur Bordeaux qui peut pas être emprunté. Bon, enfin bref. Donc du coup, ça fait 2 événements en un, pardon, qui auront lieu le 9 novembre. Et ces événements, voilà, on a quand même 2 personnes dédiées à ça. Je vais pas dire que on a financé grâce à nos événements, puisque c'est des emplois qu'on avait déjà budgétisés, qui étaient déjà au club en chargé de développement en fait.
Mais c'est vrai que là aujourd'hui, ça leur prend une grosse partie de leur temps, quoi. Ok, c'est l'organisation de ces événements, j'imagine, vous faites des bénéfices sur ces événements et ça vous sert à peut-être financer du haut niveau, ou financer de l'investissement, financer des emplois. Comment vous réutilisez, comment vous réinjectez l'argent que vous arrivez à gagner sur ces événements, si c'est pas trop indiscret? Alors non, y a pas, nous, on n'a pas de tabou que l'argent. Alors, je vais pas vous sortir les comptes, bien évidemment, mais euh, en gros, nous, on a une partie haut niveau qui nous coûte de l'argent, puisqu'comme beaucoup de clubs, on fait des aides à la performance pour nos athlètes les mieux classés. Donc, c'est une des parties des grosses dépenses. La deuxième dépense qui est importante sur laquelle nous, on n'hésite pas, c'est les déplacements, qui sont de plus en plus chers puisque l'essence augmente, les péages augmentent, les transports augmentent, les hôtels augmentent. Donc ça, tous les ans, ça, c'est en augmentation. Donc c'est un gros poste aussi que nos événements nous permettent d'amortir. Après, on a effectivement du salariat, mais on a réussi aussi à faire des montages et avoir des reversions sur des contrats aidés, par exemple. Et après, ben, on le met dans le développement, dans l'achat du matos, dans le développement de nos jeunes avec des actions associatives. On garde, nous, malgré qu'on soit un très gros club, on garde toujours cette volonté d'appartenir au tissu associatif et d'être aussi du vivre ensemble, de l'amour du maillot. Donc on a des petites soirées qui ont un coût, des petites actions pour les écoles d'athlétisme où il y a un petit goûter, une petite sortie. Voilà, donc c'est redistribué, pas forcément de manière équitable, mais j'ai envie de dire les 900, je vais prendre les 900 licenciés du Stade Bordelais hein, en l'occurrence, puisqu'après il y a des budgets annexes sur les sections locales. Euh, on essaye à ce que tout le monde y retrouve son compte et tout le monde ait une part entre guillemets du gâteau. Suite à une licence qui chez nous coûte 200 euros, donc c'est quand même un coût pour un foyer quand il y a deux trois licences. Donc voilà. 200 €, c'est le tarif compris, peu importe l'âge, c'est ça? C'est peu importe la catégorie, le nombre d'entraînements, tu fais 200 €, c'est ça? Voilà, nous, la particularité qu'on a, enfin, particularité, non, il y a d'autres clubs comme ça, mais on dépend d'un nom d'e-sport. Donc, sur ces 200 euros, il faut savoir que c'est pas on cherche pas à faire beaucoup d'argent sur 200 euros, puisque, comme tout le monde sait, il y a une part club, il y a une part, pardon, il y a une part fédérale, il y a une part ligue, et il y a une part comité qui est reversée. Nous, se rajoute à cette part-là, fixe sur notre licence, la part omnisport, puisqu'il y a du OK. personnel, on dépend d'un omnisport. Donc nous, sur une licence à 200 euros, on reverse 121 euros de fixe. Donc pour nous, on fait 79 euros par licence. C'est pour vous mettre un petit peu le tissu et le schéma de ce que gagne l'athlétisme en fait, qu'on gagne rien en fait. Donc c'est vrai que si on s'appuyait que sur les licences, on aurait sûrement du mal à faire tout ce qu'on fait. Mais il faut aussi remercier aussi les subventions municipales et les collectivités locales qui aussi nous aident et nous subventionnent. On n'a pas que les événements. Mais sur une licence, donc pour revenir à ta question, c'est 200 euros pour les compétiteurs, c'est prix coûtant pour les dirigeants, et c'est-à-dire qu'on ne OK. fait pas la part club, et, oui, et voilà, c'est 200 euros pour tout le monde. Justement, puisque on est en plein dedans le volet un peu financier, est-ce que vous avez des partenaires privés justement pour pallier à ce manque de finances via justement les licences, ou alors vous ne reposez que sur les subventions et vos événements? Alors, le partenariat privé, nous, on- quelque part, on l'englobe dans l'événement, puisque aujourd'hui, aller chercher alors, en tout cas sur Bordeaux, je parle en local, je sais pas les autres régions, ça dépend des les réservoirs locaux, mais nous, sur Bordeaux, il est très difficile de trouver une entreprise qui va directement dire, ben ouais, moi je veux donner au club. Par contre, si on leur propose un événement, là c'est plus facile. Donc en fait, nous, nos partenaires privés, c'est des partenaires qu'on a sur nos événements, qui donnent pour nos événements et qui participent quelque part au bénéfice de l'événement, qui revient forcément dans les caisses du club, quoi. Donc, partenaire privé en direct au club, je dirais qu'on n'en a pas. Par contre, on a des partenaires de nos événements. Donc, elles, de près ou de loin, ils sont rattachés quand même au club, j'ai envie de dire, Ouais, ces bien sûr. partenaires. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est sûr que l'athlétisme, c'est pas comme un club de foot. Ça attire pas tous les week-ends. Il n'y a pas des C'est le, matchs c'est tous les le, week-ends. Il y a pas, c'est le donc format, on peut pas. c'est le format qui est compliqué, tu vois. Ça c'est une super question. Je suis content que tu la poses parce que je l'attendais. Enfin, je souhaitais que tu la poses.
Aujourd'hui, on a un problème de format en athlétisme, je pense. Enfin, c'est nous, c'est avec les discours dans notre club, on a un problème de format, c'est qu'on est du grand public, du très grand public, c'est dur à comprendre et à se passionner pour ce sport parce que c'est très technique, faut avoir une vision, quoi. Faut avoir une petite sensibilité. Un match de foot, on met tout le monde devant, bon, le ballon il rentre dans les cages, ça fait but. C'est facile. Le rugby, le mec il va plonger derrière les cannes, bon, on sait que c'est essai. Nous, l'athlé, c'est plus compliqué, notamment sur les concours. Une course, c'est pareil, c'est assez simple, mais les concours, c'est très, très compliqué. Et cette multitude de disciplines qui existent, de sport dans le sport, on pourrait dire, rajoute de la difficulté. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas sur des formats clubs, on est surtout sur des formats individuels parce que les championnats sont individuels. On a un interclub. Et l'interclub, c'est toute une journée. Même si moi, j'adore le format des interclubs et c'est une journée où je kiffe, mais moi, je suis athlète. Donc le grand public, c'est difficile. Et trouver parce on pourrait avoir de la pub, mais trouver de la pub sur de l'athlé, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les sports professionnels, c'est essentiellement ça. Mais les billes sont inverses. C'est pas les fédés qui ont l'argent, c'est les clubs qui ont l'argent. Et c'est les clubs qui professionnalisent. Donc là, on rentre dans un vaste débat. Peut-être que je vais me faire des ennemis, mais moi aujourd'hui, je pense que si on veut professionnaliser l'athlétisme, c'est pas en donnant des aides fédérales par-ci par-là, c'est en donnant de l'argent au club qui, l'argent derrière, avec cet argent, peut salarier l'athlète. À temps plein ou pas à temps plein, ça peut dépendre, mais au moins il y a une sécurité de l'argent tombe, on cotise pour les retraites, on a une stabilité financière et derrière on peut aussi créer des groupes d'entraînement en local dans les clubs avec des entraîneurs de compétences qui sont compétents. Mais ça, encore une fois, ça demande d'élargir son précaré et de vouloir ouvrir les portes à autre chose qu'un système fédéral qui travaille sur de l'argent public. On ne va pas revenir sur les instances politiques actuellement, mais c'est un grand débat, il n'y a même pas de budget de voter. Donc voilà, on est tributaire de ce genre de choses-là. Et je vous en parle aussi en connaissance de cause, puisque moi mon métier, je suis fonctionnaire et je dépends aussi d'un conseil départemental avec des collectivités territoriales. Bon, je vous passe les détails. On sait que l'argent public, ça sera pas à terme, ça sera pas ce qui fera professionnaliser notre sport. Donc, faut trouver d'autres choses pour faire rentrer l'argent. Moi, je pense que comme je vous disais, changer de format, avoir un format plus attractif pour attirer de la pub, attirer du partenaire sur des événements qui sont partenaires de l'événement et pas partenaires d'athlétisme et, et aider les clubs à professionnaliser. Tu parles De de toute façon, professionnaliser les athlètes. oui, Et j'ai l'impression que des fois on peut se tromper un peu de cible. Ça veut dire que localement, le tissu, à mon avis, local est super important et peut-être plus important même. Je prends les parenthèses des pincettes, mais que la Fédération française d'athlétisme, parce que localement on peut aller chercher peut-être des petites bourses, des jobs pour aider aussi les étudiants à trouver ce qui leur convient pour pouvoir vivre. Et j'ai l'impression que localement, et c'est ce qu'il faut pour que les athlètes puissent dans de bonnes conditions s'entraîner. Pour rebondir sur ce que tu dis et sur l'image en général aussi de l'athlétisme plus généralement, mais le Stade Bordelais, j'ai l'impression, a mis en place une très belle campagne de communication depuis des années avec un nouveau logo, avec un nouveau maillot, avec des équipements, avec Springart, avec une super boutique. Et c'est vrai que tous les gamins qui voient ce qui se passe sur les pistes, on le voit aussi au niveau visuel. Et on voit que le Stade Bordelais s'inscrit dans une dynamique, en tout cas, de marketing. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces choix-là, de refaire aussi le site internet aux couleurs, vraiment fait par des professionnels, j'ai regardé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça? alors, ben, dans les clubs, quand bon, on a beaucoup de licenciés, on a la chance d'avoir de la ressource dans beaucoup de domaines. Et donc, en fait, nous, on a un de nos athlètes qui travaille dans le webmaster, conception de site, voilà. Et donc, en fait, cette année, le site a été refait par lui. Donc, on l'a payé. Hein. Il a une entreprise, donc on l'a payé. On a Bien sûr. mis ce site dans les mains d'un professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, la communication via les réseaux, via les sites, c'est l'un des supports les plus importants. Euh, on a voulu que ça soit simple, attrayant, joli, parce que le joli, ça compte aussi, pour que les gens retrouvent des informations faciles et puissent très vite aller sur nos sites, avoir les infos et pouvoir également aimer le club.
Aujourd'hui, pour rebondir sur la boutique Spring Art, nous, alors, je suis peut-être chauvin, mais on a un très joli maillot. Et mine de rien, un joli C'est vrai. maillot, ça attire aussi du monde. Tu vois, un maillot design avec des couleurs épurées, un truc qui est au goût du jour, ça attire du monde. Spring Art, alors on a notre partenaire aussi classique sur des maillots classiques qui est Poly, mais on a donc Spring Art qui nous fait une gamme un peu plus évoluée où là les athlètes vont se payer ce qu'ils prennent en boutique. Ça a de l'engouement parce qu'en fait, ben c'est joli. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, ce qui flash, ce qui est joli, ce qui est beau, l'image, ça compte. Donc, on est vraiment regardé et c'est vrai que notre boutique et ce qu'on a voulu mettre en place est à l'image de ça, c'est-à-dire quelque chose de beau et on aime bien dire, en étant très chauvin, qu'on a le plus beau maillot de France. Il est pas trop mal, j'avoue Ouais. qu'il est joli. On parle de communication, on parle d'image. Moi, je suis allé voir votre Instagram. Vous êtes un des clubs, si ce n'est le club français qui a le plus de followers sur Instagram. Vous êtes aujourd'hui, je suis allé voir là, cet après-midi, à 5797 followers, ce qui pour un club d'athlètes qui compte 1500 adhérents, toutes sections confondues, c'est quand même assez important, c'est assez fort, moi je trouve. Donc bravo à vous, vous arrivez à bien communiquer et grâce à ça, vous avez peut-être de fortes chances de gagner le jeu concours d'IMA. Donc attention, on va suivre Bordeaux de Ouais. très près. Mais ouais, c'est vrai que vous avez vraiment toute une palette de com, d'images où on vous voit, on sait que vous êtes là, Bordeaux Athlé, et c'est vrai que ça joue en votre faveur. Alors, au-delà de ça, attention, parce que pour faire de la com et pour avoir une bonne image, ça suffit pas de juste faire de la com. Pour faire de la com, il faut avoir des athlètes sur qui communiquer, il faut avoir des choses à raconter. Et vous avez un club qui monte, qui monte, qui monte. Tu vas nous en parler, Laurent, mais voilà, tout à l'heure, tu as un peu évoqué les interclubs en disant que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Je sais que tu avais un projet interclub il y a quelques années, tu voulais monter en élite, tu voulais être sur le podium. C'est chose que vous avez que vous avez atteint maintenant. Est-ce que la prochaine étape pour vous, c'est le titre? On rappelle que vous avez fini deuxième l'année dernière. Alors effectivement, les interclubs, c'est quelque chose qui m'anime, mais qui anime pas que moi, qui anime l'intégralité, une majeure partie du club, notamment ma présidente, les autres entraîneurs, mes dirigeants, enfin moi aussi je suis dirigeant, mais les dirigeants. Donc c'est vraiment une volonté parce que c'est quelque chose qui nous anime. Aujourd'hui, il y a un autre enjeu, et je vous parle sans langue de bois, c'est que nous sur Bordeaux, les subventions, notamment municipales, sont distribuées sur tous les sports de la même façon et avec les mêmes critères pour que les sports co et l'athlé colle, ben, en fait, le niveau de l'équipe première est un des gros critères. Donc nous, pour nos subventions, on a un enjeu en plus financier sur les interclubs, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la volonté de s'inscrire comme un gros club. Comme je vous ai dit, on a aussi cette volonté de faire du haut niveau, voire du très haut niveau. Et les interclubs, ben, c'est une grosse compète quand vous êtes en média, hein, vous avez les plus gros clubs. Ça permet de faire une expérience très intéressante pour nos athlètes qui sont un peu entre les deux eaux. Et puis nos athlètes de très haut niveau ou de haut niveau, ça leur permet de faire une première sortie très intéressante. Et au-delà de ça, voilà, il y avait une politique sportive qui était mise par rapport à ces interclubs. Donc, je me rappelle très bien, on était à La Réunion en 2019 en stage national de l'épreuve com. On en avait parlé autour de la piscine. À l'époque, tu étais président, Alex, de C'est vrai. Montpellier. Non, c'était 2021. C'était la deuxième 2021, année où ouais. on est allé. Ouais, c'est 2021, pardon. Et ouais, je te disais que notre volonté, c'était de monter en élite et de faire un podium. Cette année, on fait deux. Donc, j'ai envie de dire contrat rempli, mais effectivement, on n'en a jamais assez. Et cette année, on aimerait bien gagner et on fera ce qu'il faut enfin, on va faire le maximum pour gagner. Les autres équipes sont sûrement renforcées aussi. Nous, l'année dernière, on a eu des mutés qui ne pouvaient pas rentrer, qui ne seront pas mutés cette année, qui vont renforcer l'équipe. On a aussi, par petite pincette, réajusté là où on avait des points faibles. Et on a une équipe qui, alors aujourd'hui, parce qu'il y a toujours le jeu des blessures, tu Eh connais oui. l'histoire, mais à ce jour, au jour d'aujourd'hui, avec notre équipe au complet, on a une équipe qui, je pense, peut défendre ses chances et gagner les interclubs cette année. Et pour tout te dire, ça serait pour moi, enfin pour nous, hein, une première parce que je crois qu'il n'y a aucun club de province qui a gagné les interclubs depuis que c'est C'est ça. hommes-femmes mélangés.
Et on a un deuxième petit objectif, mais ça c'est secret, bon, tout le monde va le savoir maintenant. On voudrait être le premier club, si c'est possible. Alors il y a le 3 Mystique qui est pour parler de rentrer, donc, mais si le 3 Mystique ne rentre pas, on voudrait être le premier club à casser la barre des 70 000. 70 000 points. Ok. Alors tu sais, Laurent, nous dans le podcast, on adore annoncer, on adore faire des pronostics, et là, la façon dont tu nous présentes les choses, franchement, moi, ça me fait kiffer. J'ai déjà hâte de voir ce qui va se passer face, notamment à Francoville, parce que Francoville, quand même, bon, ils ont été 1000 points devant vous l'année dernière, mais 1000 points, on sait que ça va vite. On sait qu'il suffit des zéros, j'espère pas, pour aucune des équipes, mais on sait très bien que ça peut se passer comme ça aux interclubs. Il y a d'autres équipes aussi qui ont des gros potentiels. Sergi l'a dit aussi la semaine dernière. Mais ça me fait plaisir d'entendre ce discours-là parce que c'est ce que nous on aime dans l'athlé. Et j'espère qu'on va retrouver ben, un club, le Stade Bordelais peut-être, devant Franconville et 70 000. C'est un Ouais, gros, c'est tout c'est ce c'est qu'on un vous gros souhaite, combat. Laurent. En tout cas, Voilà. c'est le potentiel, vous l'avez. Bah, le potentiel on l'a, et puis nous on aime ça fight. Aux interclubs c'est toujours un gros fight, mais dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de, c'est très amical aussi, mais c'est un Oui, gros bien sûr. fight. Attention, 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 parce que il y a des clubs qui peuvent revenir sur le devant de la scène. Faut jamais enterrer Montreuil, qui est un très très gros club, qui a recruté à Ouais, l'intersaison. ouais. On le sait. Faut pas enterrer Sergi, qui même si on les a battus l'année dernière, nous ont battus 2 années d'affilée et ont un très très gros réservoir sur le Val d'Oise et sont aussi très dangereux. Il y a Franconville qui sont les champions en titre, donc ils vont défendre le titre. Et puis attention à notre petite entente de Savoie là, enfin petite, grosse entente même, Effectivement. qui effectivement a fait un gros mercato eux aussi également, avec des Flavien Zot qui arrivent chez eux. Enfin voilà, on se renseigne, on suit les actualités. Donc l'entente Savoie va être aussi dur à battre. Et puis le jour J, il y a 8 clubs, hein, donc potentiellement les 8 sont capables de gagner. Donc faut se méfier. Tout le monde a ses chances. Comme tu dis, Alex, le 0 est vite arrivé, la contre-perf est vite arrivée. Mais bon, voilà, nous, on va essayer de jouer devant. Et on va essayer de battre toutes ces belles équipes. Là, on vient de parler un peu longuement des interclubs. On va plus se rentrer dans le vif du sujet avec les athlètes. Tu viens de parler de Flavien Schott qui avait signé à Entente Savoie. Moi, je le savais pas personnellement. Et d'ailleurs, il était chez vous avant, donc ils vous l'ont piqué. Il va y avoir une Oui. petite guerre autour de ça, j'imagine. Ouais. Chez vous, là, quels sont vos athlètes phares qui sont cette année? Alors peut-être qu'il y a des transferts desquels on est passé à côté. Donc dis-nous un peu, au jour d'aujourd'hui, qui sont vos athlètes phares à Bordeaux-Athlé. On sait qu'il y a des Ryan Zézé, des Marie-Julie Bonin. Il y en a d'autres, hein. Il y en avait 5, je crois, qui étaient à Tokyo au championnat du monde. C'est très beau, hein. Bravo, bravo à Bordeaux. Mais vas-y, mets en avant un petit peu les gros athlètes de Bordeaux. Alors pour revenir juste sur Flavien Schott, il n'y a aucun problème avec Flavien. On se l'est pas fait piquer puisque nous on considère que les athlètes n'appartiennent pas forcément à un club et ils sont là pour évoluer. Oui, oui. Et entre Savoie et Bordeaux, il a fait Toulouse puis Racing Multiathlon pour arriver en Savoie. Donc c'est pas forcément l'entente Savoie qui nous l'a piqué, c'est peut-être des aléas qui font qu'il est là. Enfin bref, c'était pour juste ça. Alors pour nos athlètes phares, bon ben notre athlète phare de chez Phare reste Marie-Julie Bonin, formé au club, découvert au collège d'à côté du stade, et qui devient championne du monde. Ça, c'est notre athlète phare, c'est ce que tout club rêve, c'est-à-dire tu la prends, elle est benjamine, et tu l'amènes au titre de championne du monde. Donc évidemment que Marie-Julie Bonin, c'est notre athlète phare du moment, à l'instar de, alors là, je peux pas ne pas citer Solène Ndama parce que j'ai été son entraîneur, mais à l'instar de Solène Ndama qui avait été aussi formée au club et qui avait été championne d'Europe junior et troisième aux Europes seniors en salle. Donc voilà, c'est des profils qu'on prend en formation, qu'on découvre et qu'on amène à des très hauts niveaux là en l'occurrence. Ça c'est ce qui nous anime, hein. Elle est passée partout, voilà. En deuxième lieu, ben on a nos incontournables de l'équipe de France qui sont Tom Campagne, Ryan Zézé. Ryan qui a une polyvalence extrême en ce moment puisqu'il est capable de faire du 100 400 de la super perf. Il est dans le top 10, voire peut-être pas le top 10 tout le temps, j'ai pas forcément les stats, mais en tout cas il est dans le top 10 national sur les 3 épreuves, voire le top 3 même. Euh, on a qui nous a renforcé l'année dernière, on a Jordan Gassem qui est arrivé chez nous, qui a explosé son record l'année dernière.
Alors c'est peut-être pas un effet de cause à effet puisque Jordan ne s'entraîne pas sur notre structure. On a Jonathan Ceremes aussi, qui a fait sa première sélection en A à Tokyo cet été et qui était une belle surprise. Après sa blessure à la Coupe d'Europe, on n'était pas certain qu'il puisse honorer une sélection et on savait même pas s'il a été sélectionné. Finalement, il refait 17 mètres à Tokyo. Donc je veux dire, il remplit le contrat. Et derrière, on a des petits jeunes qui poussent, sur lesquels on met l'accent, comme Thomas Marquez de Andrade, Anna Delahaye, Liv Masson. Bon, je vais en oublier parce que on n'a pas tout en tête, mais c'est un peu la gamme. On a aussi une petite jeune là qui vient d'être championne de France du javelot. En lancer, c'est dur d'avoir des lanceurs en France. Donc, il vient d'être championne de France cadette, Louise Engrand. Et pour répondre à la dernière question sur les recrues, il y en a peut-être une qui est passée inaperçue parce qu'elle avait arrêté un an, elle a repris. On a notre belle recrue de l'année qui va bien nous renforcer, c'est Chana Grébeau. Ah ouais, intéressant. Ok. Ah, Chana petit scoop, Grébeau, voilà, Chana Grébeau qui nous rejoint, qui vient nous renforcer, qui a adhéré au projet sportif. Et Chana a un projet relativement ambitieux puisque Chana part en Guadeloupe s'entraîner dans le groupe de Katie Cham sur le Krebs. Ça, je Et savais, moi. voilà. Et c'est son choix puisqu'elle ne souhaitait pas. Enfin, elle voulait changer. Elle voulait changer de méthode d'entraînement. Elle voulait tout changer. Elle avait fait quelques années en Haute-Bretagne. Elle est partie aux États-Unis, puis revenue. Elle avait prévu une année de césure après les Jeux. C'était sa volonté de faire une année de césure, de décompresser. Et là, elle rechausse les pointes et ouais, je l'ai eu. Elle est venue sur Bordeaux pour qu'on discute. On a aussi eu pas mal d'entretiens téléphoniques avec elle et elle va revenir là avant de partir en Guadeloupe puisqu'elle part le mois prochain. Et Chana est ultra motivée et attention à Chana. Mais on va suivre ça avec grand intérêt, hein, Stéphane. C'est une des infos qu'on arrive à tirer de cet échange avec Laurent. Ça fait plaisir Bon. d'avoir des petits scoops comme ça. Merci Laurent On pour aime le bien. retour. J'en ai. Alors, les gars, je vous annoncerai bien deux, trois autres mutes, mais elles sont pas encore officielles et j'attendrai qu'elles soient officielles. Chana c'est fait. Non. Chana c'est fait. Elle a Oh, même ok. signé au club. Elle est licenciée. Peut-être Ah, sur notre podcast. il nous met l'eau à la Ah bouche. ouais. Il nous met l'eau Ah à la ouais, bouche. vraiment. Aïe, aïe, aïe. Et puis, Bah, si tu nous oui, sors Kevin Mayer, on le saurait, mais. Ouais, non, je peux pas faire ça, Alex, c'est impossible. Non, et puis oui, et si sur un dernier truc, c'est que effectivement, on a 5 athlètes français au jeu, mais on a aussi 5 étrangers au jeu, Mhm. euh, dont un au championnat du monde de Tokyo, excuse-moi, dont un qui avait fait Ouais. troisième au jeu, c'est Mikhailo Kokan, le lanceur de marteau ukrainien. Donc voilà, on a aussi quelques athlètes étrangers qui sont là pour renforcer l'équipe. Alors, je sais que c'est pas forcément toujours bien vu. Nous, on a créé quelque chose autour des athlètes étrangers sur des domaines où, ben, en France, c'est compliqué parce que on voulait être un peu sur tous les domaines, donc c'est essentiellement les lancers. Faut savoir qu'aujourd'hui, nos athlètes étrangers, ça fait maintenant 4, 5 ans qu'ils sont au club. Quand on les recrute, c'est pour les fidéliser et pour vraiment créer quelque chose avec. Ils viennent 1 à 2 fois dans l'année à Bordeaux pour faire un petit stage, ils sont quand même en lien avec le club, et tous les ans, ils répondent présent aux interclubs. Donc c'est pas comme on peut l'entendre, du mercenaire à proprement parler, c'est aussi un échange qui est, cette fois-ci sur des athlètes étrangers, mais un échange à de longue distance, mais qui a un apport et pour les uns et pour les autres, parce que je peux vous assurer que il y a beaucoup à prendre sur les autres pays. Mais comment ça se fait justement les premiers échanges? Comment Kokan par exemple, comment tu rentres en contact avec lui? Comment t'en arrives à lui proposer de venir au club de Bordeaux 1 à 2 fois dans l'année, notamment pour les interclubs et peut-être voilà peut-être des actions avec les jeunes du club. Je sais pas ce que vous mettez en place autour de lui, mais Mm. comment ça se passe la prise de contact? Bon, alors la prise de contact, elle est souvent faite sur des réseaux en exposant un projet en fait. En fait, on n'arrive pas en disant bon ben viens lancer pour nous et tu vas prendre le temps. Il y a un projet autour parce que souvent, mais c'est pas souvent, c'est tout le temps. Il y a aussi une discussion avec le coach. Parce que c'est pas évident pour un coach de se dire ben mon athlète il va aller lancer à l'étranger pendant un week-end et puis une semaine par semaine
il est à l'autre bout du monde, je sais pas ce qu'il va faire tout seul. Est-ce que c'est pas une arnaque? C'est pas quelque chose. Donc, avec un collègue, Geoffrey Rémy, qui travaille ardemment avec moi sur ça, on est passionné des stats et passionné des résultats. Donc, grosso modo, tu vois, là, après les championnats du monde, on a décortiqué. On a regardé. Alors, cette année, ben, il s'avère que il n'y avait pas forcément une volonté de notre part d'aller chercher un étranger parce que ben, le pool qu'on a nous suffit. On est sur 4-5, ça suffit. Mais on a tout décortiqué pour regarder un petit peu quels étaient ceux qui avaient un profil qui pouvait correspondre à notre politique sportive et qui pouvait aussi nous renforcer sportivement, mais aussi dans ce qui pouvait nous amener sur une autre façon de s'entraîner, une autre façon de voir l'athlète. Et donc en fait, le contact, il se fait, j'ai envie de dire, à la sauvage, quoi. Tu contactes sur les réseaux, il te répond pas. Quand il te répond et que il est OK pour écouter ton projet, ben c'est là que ben faut aussi lui proposer un win-to-win, quoi. Et un win and win, pardon, excuse-moi, et lui proposer un projet, quelque chose qui peut aussi l'intéresser. Tu vois, Mikhailo, ce qu'il kiffe, en sans que lui, hein, c'est tous les ans aller faire son tour à la Tour Eiffel. Donc ça lui permet d'aller faire un tour à la Tour Eiffel, de faire son petit voyage touristique. Donc les interclubs sont souvent en région parisienne, et ben il va voir la Tour Eiffel. C'est son kiff. Voilà, Trop bien. il demande toujours à repartir un jour plus tard parce que derrière il visite Paris et il kiffe. Bon, ben voilà, nos Allemands, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est être plus en lien avec Bordeaux, aller à la dune du Pilat, voir comment fonctionne le club, amener un échange parce qu'il y a une grosse culture lancée en Allemagne, beaucoup plus importante que nous, je pense. Et d'ailleurs, pendant un temps, j'avais travaillé. Mais t'as dû le connaître, Francis Gross. Ça te parle, Alex, qui était venu sur un stage à, à Montegordo avec les épreuves comme ça te parle là? Non, je connais Bon, pas. bon, c'est un entraîneur français qui est expatrié en Allemagne, avec qui on avait travaillé. Et c'est pareil, lui, quand il te parle de comment ça fonctionne, il entraîne Nicolas Skoll au javelot. Ok, d'accord, ouais, oui, ok. Voilà. Et quand tu parles avec lui, bah, voilà, c'est un échange, ça te fait monter en compétence parce que ils travaillent pas comme nous, ils ont pas les mêmes visions. Alors je dis pas que tout ce qu'ils font c'est bien, il faut aussi trier avec tes sensibilités. Mais voilà, c'est avec l'Allemagne, on est plus sur de l'échange d'entraînement, tu vois. Laurent, c'est très intéressant ce que tu dis, notamment avec les Allemands en lancée. Et on voit, quand on s'intéresse un peu plus au classement de ton club, du Stade Bordelais Athlé, on voit qu'il y a quand même beaucoup de pratiquants d'épreuves techniques. On le voit, il y a un peu moins de sprinters sans les dénigrer, loin de là. Évidemment, il y a Ryan Zezé et bien d'autres qui vont vite, mais on voit pas mal de perches, on voit pas mal de disques, on voit pas mal de marches, on voit un peu de la hauteur, on voit aussi pas mal de demi-fond. On sent qu'il y a quand même une école un peu plus d'épreuves techniques. Comment tu peux nous dire un peu comment c'est venu un peu ça? On sait qu'il y a des clubs, ils sont un peu plus forts en sprint, d'autres un peu plus forts en demi-fond, d'autres sur les épreuves techniques. Est-ce que ça vient des gamins? Quel projet de formation t'as mis en place avec ton équipe pour pouvoir avoir justement ces résultats sur le côté vraiment technique, les épreuves un peu plus techniques? Alors ça vient un petit peu de nos Benjamins minimes. Je vais pas parler d'école athlétique où on est sur de la pluridisciplinaire avec des actions de formation qui sont souvent des jeunes du club qui veulent commencer à s'investir et qui font les petits parcours qu'on peut faire sur les écoles athlétiques. À partir de Benjamin Minime, ce qu'on a mis en place, c'est d'avoir, malgré que ce soit encore de la pluridiscipline, on a quand même mis en place des entraîneurs de spécialité. Donc, on a un entraîneur qui a un groupe de spécialité à partir de U18 en saut. On a un entraîneur de sprint et qui était à l'époque, je travaillais avec lui, qui a quand même sorti Solène Ndama, qui est sur les Benjamins minimes. On a un entraîneur de lancer qui a un groupe de lancer aussi à partir de U18, Alexandra, qui est notamment l'entraîneur de Louise Engrand, qui a été champion de France cadette, qui est aussi dans l'école d'athlé. Pareil pour le demi-fond, ainsi de suite. Donc en fait, on commence très tôt à travailler sur la technique. Le potentiel physique, j'ai envie de dire, tout ce qui est physiologique, on attend de le avoir en U18 voire même U20 pour commencer à développer un potentiel. On acte très petit sur plutôt avoir un geste précis, propre, technique, plutôt que commencer à vouloir exploiter un potentiel physique. Donc, on a mis des techniciens, on a des entraîneurs
je pense, de qualité, compétents. C'est pour certains, même des entraîneurs qui font des actes de formation dans les stages ligue, les stages comités de notre région et de notre département. Donc c'est des gens qui ont de la compétence, qui aussi forment d'autres entraîneurs, et on part plutôt sur la technique. Pour revenir sur le sprint, où effectivement on est un peu moins bon, le sprint, c'est un peu stratégique. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous, les interclubs ont une grosse importance. Faut savoir que faire 900 points sur le sprint, c'est pas forcément très compliqué. Faire 900 points au lancer, c'est pas la même chanson. Faire 900 points sur la marche, c'est pas la même chanson. Et donc en fait, les gros écarts, ils se font essentiellement sur ce volet-là, sur les épreuves, je dirais, un peu plus techniques, comme les sauts. Je vais parler plus particulièrement le triple saut, parce que longueur, hauteur, c'est facile, mais triple saut, perche, c'est plus compliqué. Les 4 lancers, la marche, ça c'est les épreuves où il y a des grosses différences de points entre un athlète bon et un athlète moyen. Tandis qu'un athlète moyen sur sprint, bon, mais sans dénigrer la performance, hein, attention, c'est des tables de cotation, il y a toujours voilà, une corrélation en sprint. Bon, ben 900 points, c'est pas si difficile à avoir. Sur demi-fond, des fois, sur certaines disciplines, c'est dur aussi. Les hautes scorent vachement. Les hautes, ça score vachement. Donc, ne pas avoir quelqu'un de bon sur les hautes, c'est handicapant aux interclubs, par exemple. On sent que c'est réfléchi et qu'il y a une vraie politique qui tourne autour de la performance aux interclubs. Et quelque part, moi, je trouve ça cool, ça fait plaisir à voir. C'est toujours intéressant d'avoir des gens, un club, des dirigeants qui ont un projet et qui s'y tiennent. Et après, j'ai l'impression que quand on a un projet clair, net, précis, peu importe si on est d'accord avec, on embarque tout le monde et on arrive à embarquer les entraîneurs, on arrive, mais pour ça, il faut avoir un projet déjà et qu'il soit clair et qu'on s'y tienne et que ça marche. Et j'ai l'impression que chez vous à Bordeaux, c'est ce qui se passe. Alors on n'est pas dans les coulisses, il y a certainement des gens avec qui il y a des tensions, il y a certes, comme dans tous les clubs de France, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que c'est un club qui a l'air de bien fonctionner et les résultats le montrent. Il y a des internationaux A, il y a des grosses performances aux interclubs, deuxième l'année dernière, on le rappelle. Moi, il y a une autre chose dont je voudrais parler avec toi, Laurent, c'est on parlait des jeunes là, de Benjamin minime, l'école d'athlé. Euh, quelle est votre politique sur les interclubs jeunes potentiellement qui vont avoir lieu au mois d'octobre là? Quelle est les compétitions par équipe jeune? Est-ce que vous y attachez une grosse importance ou est-ce que la période n'est pas terrible au mois d'octobre? On le sait, voilà, c'est début de saison, c'est pas évident. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous les compétitions par équipe jeune, équipe athlée, interclub jeune, tout ça? Très bonne question, et c'est peut-être un endroit sur lequel actuellement il faut qu'on s'améliore. L'équipe athlée, pendant très très longtemps, on avait toujours une équipe en finale nationale, voire on l'a gagnée. Les interclubs jeunes, on les a gagnés aussi. Je te parle de ça il y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans. Comme je te disais en off, les groupes d'entraînement, les générations, c'est un peu du cyclique. Des fois, tu tombes sur quelque chose de grandiose, d'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est un axe d'amélioration qu'on a, c'est de revenir sur le devant de la scène sur ces compétitions-là. C'est pas qu'on les joue pas, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la ressource et y aller pour y aller, ça n'a jamais été un de nos objectifs. Si on y va, c'est que alors, il y a toujours cette partie d'expérience qui fait que c'est important d'aller sur des grosses compétitions, même jeunes, pour les athlètes, de commencer à toucher, d'aller voir d'autres athlètes sur le territoire national. Mais y aller pour y aller, est-ce que ça a un réel intérêt? Voilà, c'est toujours la balance bénéfice, avantage-bénéfice qui prend le dessus. Euh, je pense que on va y arriver. On y est déjà arrivé, on va y arriver. Mais c'est vrai que ces 2-3 dernières années, c'est un secteur où on est un peu moins performant, où il faut qu'on progresse. Mais en fait, ce réservoir de formation de jeunes qu'on crée, ça amène, et on va revenir sur les interclubs, à ce fameux deuxième athlète des interclubs, l'athlète qui te fait gagner les interclubs ou qui te les fait perdre. Voilà. Aujourd'hui, tu peux recruter du cador, tu peux en prendre à l'appel, sauf que si t'as pas le deuxième athlète, ça va pas. Ce réservoir, faut que tu l'aies. Ce réservoir, ça passe par de la formation, et ce réservoir, ça passe aussi par des athlètes qui vont durer dans le temps. Parce que si l'athlète, il nous fait une ou deux saisons à bon niveau et qu'on le perd, il n'y a plus d'intérêt. Donc,
c'est la formation, j'ai envie de dire, c'est le réservoir pour homogénéiser le club. Donc c'est important qu'il soit bon, hein, et pourquoi pas avoir la pépite qui sort comme Marie-Julie Bonin et qui nous fait le très très haut niveau. Donc aujourd'hui, pour revenir et pour rebondir à ta question, effectivement, on a un travail à faire là-dessus. On a su le faire, on n'a pas forcément, on s'est peut-être endormi, on a peut-être endormi sur nos lauriers, laissé faire, et puis là on se rend compte qu'il faut qu'on remette un coup de collier. Mais c'est pas un problème en soi, c'est pas dramatique, c'est quelque chose qu'on va faire et c'est quelque chose qu'on aimerait jouer. À l'instar de ce que tu parles, il y a aussi la Coupe des spécialités. Aujourd'hui, par contre, ça c'est plus une volonté de notre part de jouer la Coupe des spécialités. Si une équipe, ils se soudent, les gars ou les filles, ils se disent bon, vas-y cette année on la joue, on a envie de jouer, on veut se lancer un petit défi, un petit challenge, on va le faire, mais on va pas, le club va pas pousser à ce qu'il y ait pléthore d'équipes de cette épreuve-là, qui je trouve perd du crédit. Les gros clubs la jouent pas parce qu'en début de saison, c'est compliqué d'avoir tes bons athlètes. Donc, il la joue pas forcément, très peu de visibilité. Les résultats, ils sont compliqués à comprendre entre les mix, les hommes, les femmes, la coupe des sauts, la coupe après par épreuve, plus la coupe globale. Bon, enfin, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, dans les épreuves d'équipe, on va être sur les interclubs et on va essayer de remettre un gros coup de collier sur les épreuves jeunes parce que ça c'est important et pour certains c'est peut-être la seule fois où des jeunes qui vont pouvoir accéder à un champion de France, voire faire un bon résultat et prendre une breloque et ouais, ça fait toujours plaisir et puis c'est ce qui anime notre tissu associatif, c'est de faire kiffer les athlètes quoi. Je pense que tu as tout à fait raison, Laurent, et je me suis amusé à regarder un peu les bilans aussi. Tu sais, on aime bien comparer un peu les clubs sur le côté formation. Et l'année dernière, à Saint-Étienne, au championnat de France jeune, on avait été impressionné par le relais de Bordeaux qui finissait deuxième en junior garçon. Nous aussi, on avait une équipe, pas avec la même réussite, mais quand même qui était qualifiée. Et je me suis amusé à regarder. Il y a qu'un seul athlète qualifié à l'individuel, les trois autres sont pas qualifiés à l'individuel, enfin, en tout cas sur le sprint. Et pourtant, il y a une réussite grâce au collectif. Et je pense que ça peut aussi déclencher, comme tu dis, des athlètes qui peuvent participer au championnat de France alors qu'ils ne pourraient pas le faire dans une épreuve individuelle. Alors ce relais c'est vraiment le bon exemple puisque l'année dernière en U20 ils font deuxième et il y a 2 ans en U18 ils sont champions de France. Dans ce relais Ok. effectivement, dans ce relais si tu prends le relais, tu as deux sauteurs, deux sprinteurs, dont un qui se qualifie en individuel et pas l'autre. Ces gamins-là, je sais pas ce qu'ils vont devenir, mais peut-être qu'à terme, ça sera leur seule médaille qu'ils auront eu au championnat de France de leur vie. Et ça compte, effectivement. Donc là, on revient sur ce que je disais, c'est pas une paire de pointes, c'est une homogénéité d'équipe. On n'a pas un gamin qui vaut 10,60 ou 10,50. Par contre, on a quatre gamins qui sont entre 10,90 et 11,10. Voilà, et c'est ça qui fait que et en plus, alors là, pour les techniciens, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gros écarts de temps, donc ça fait que les passages sont encore plus fluides. Plus facile à travailler, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est intéressant et moi j'adore cette mentalité. Tu l'as dit que c'est peut-être la seule médaille qu'ils auront au championnat de France ou pas d'ailleurs. Peut-être que ça va au contraire créer des vocations et qu'il y en a qui vont avoir été mordus de ça et l'année prochaine ils vont se qualifier celui qui n'était pas qualifié en indiv, il va se qualifier en indiv et peut-être qu'il va monter. Bref, c'est vrai que il y a plein de destins possibles. Tous les chemins mènent à Rome en athlétisme. On peut être nul en benjamin minime et devenir champion du monde senior. On peut être très fort en minime cadet et arrêter sa carrière en junior. Il faut jamais lâcher prise, il faut toujours croire en soi, il faut essayer d'avoir une vision à moyen long terme plus qu'à court terme et ça c'est aussi le travail des éducateurs, des entraîneurs dans les clubs. En tout cas moi c'est mon point de vue, c'est mon avis et c'est vrai que c'est un peu ce qui fait la richesse de l'athlétisme. On voit passer plein de profils différents, on a des athlètes, on se dit bon lui il est trop fort, il va être fort c'est sûr, mais si c'est un feignant eh ben il sera jamais fort. Ça fait naître des frustrations chez les entraîneurs. Ça, on en a tous vu passer des athlètes qu'on voyait vraiment forts et finalement non. Mais à contrario, il y a des belles histoires collectives comme ça. Et ce qui moi personnellement m'intéresse quand j'ai un groupe de jeunes, c'est de voir la progression des jeunes, de les voir progresser, s'émanciper
Et ma première victoire, c'est de voir qu'ils ont re-signé l'année d'après dans le club. Et là, on peut construire, comme tu disais tout à l'heure, sur l'avenir. Et peut-être que ça fera la seconde couche, le second athlète aux interclubs. Et ça sera toujours extrêmement utile parce que tu le disais, hein, on peut pas recruter 74 étrangers ou avoir 74 athlètes à 1200 points. Ça, c'est impossible. Laurent, on a fait un gros tour concernant le Bordeaux Athlé. Peut-être qu'il y a des choses ou des sujets que tu voulais évoquer. C'est le moment de nous le dire. S'il y a quelque chose que tu voulais mettre en avant dans ton club, que tu voulais dire sur ton club ou un sujet que tu voulais aborder, t'as un temps de parole pour nous dire ce que tu veux sur Bordeaux Athlé ou pas, si jamais on a déjà fait le tour. Non, mais alors t'as touché un sujet là qui m'interpelle, enfin pas qui m'interpelle, mais qui est très intéressant, c'est comment arriver au très haut niveau. Et quand on prend des stats et qu'on regarde ces fameux couloirs de la performance, il faut que l'athlète il soit normé d'entrée de jeu et qu'il arrive et qu'il sorte et qu'il a tel perf. C'est vrai que majoritairement la majorité des athlètes ont ce profil-là, comme Kevin, qui a tout gagné depuis tout petit et qui a tout gagné en étant grand. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres champions qui n'ont pas ce profil-là, qui ne sont pas forcément détectés ou qui n'ont pas forcément tout mis de leur côté étant jeunes ou pas le potentiel. Moi, le gros exemple, c'est Renaud Lavillenie, qui n'a pas de sélection jeune et on va pas refaire son palmarès. On sait ce qu'il a été champion. Et en fait, aujourd'hui, un athlète de très très haut niveau, c'est pas un athlète à potentiel physique. Pour moi, c'est un athlète aussi qui a toutes les sphères de l'être humain qui tournent autour et qui gravitent dans le bon sens. Les sphères financières, les sphères affectives, les sphères sociales, les sphères, toutes les sphères qu'on peut avoir. Et un athlète de très 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 haut niveau, alors peut-être tu serais encore mieux placé que moi pour en parler, Alex, vu que tu as ton passif avec Kevin, mais un petit grain de sable dans un engrenage autre que le potentiel physique peut amener à ce que l'athlète n'arrive pas à ce qu'on avait pensé de lui. C'est-à-dire gros potentiel, mais il n'est pas câblé. Ce qu'on appelle câblé, enfin, je ne fais pas un dessin, mais l'athlète, c'est pas un mordu de l'athlète. Mais quand il y a un choix à faire, c'est pas forcément l'athlète qui va mettre en premier. Et pourtant, c'est un mec, mais à potentiel monstrueux. Et aujourd'hui, pour revenir sur ce que tu disais, euh, sortir un athlète, c'est pas seulement faire de l'athlète, c'est aussi faire un entourage de qualité sain qui va pouvoir amener l'athlète au très 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 haut niveau. Je reviens pas sur les prépas mentales, les coachs mentaux ou les profs de yoga qui peuvent amener autre chose, le diététicien, la sphère médicale ou paramédique, suivant comment on se positionne, avec les kinés, les podos, les ostéos, tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que ben, un athlète de très haut niveau, il a besoin de tout ça autour. Et on revient sur le débat, le fonctionnement de base. Ça coûte de l'argent. Et ça, pour qu'on l'ait en France et pour qu'on arrête de faire une médaille au championnat du monde ou deux, je jette la pierre à personne. Hein. Je jette la pierre à personne. C'est un constat en fait. C'est peut-être aussi mettre l'argent dans les bons secteurs pour qu'on puisse enfin et essayer de professionnaliser nos athlètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux vagues d'athlètes. Il y a l'athlète qui s'en sort ultra bien parce qu'il a des partenaires, parce que très tôt il a été bon, donc il a signé un contrat équipementier d'entrée de game. Et lui, ça va rouler, il va pouvoir se créer ça, c'est lui à pouvoir. Et puis tu as le deuxième athlète qui lui, il n'a pas encore l'équipementier, il n'a pas encore les partenaires, il a 20 piges, faut payer le loyer, et là, le club ne peut pas subvenir, donc on rentre dans un engrenage et je commence à travailler, donc je m'entraîne un petit peu moins, et on le perd. Et on le perd, et pas que, en fait, et quand je parle de câblé, c'est aussi ça, pas que sur le fait qu'il n'a pas le potentiel, sur le fait que il n'a pas les moyens de mettre tout en place pour faire sa pratique. Et ça, c'est là où je reviens sur la professionnalisation. Il n'y a pas forcément besoin de sortir des salaires à 4 000, 5 000 ou les salaires du foot dans l'extrême par mois. Si l'athlète il a une petite aide régulière tous les mois qui peut se budgétiser, qui peut anticiper pour préparer ses stages, pour se dire je vais prendre un petit boulot mais que 10 heures, je vais travailler 2 matinées dans la semaine,
mais je vais pouvoir, et ça va peut-être pouvoir lui permettre de franchir des caps, avoir les finances qu'il faut avec des équipementiers, avec des partenaires, et pouvoir devenir un vrai professionnel. Mais c'est là que on a aujourd'hui un gros travail à faire, c'est comment répartir cet argent pour que on puisse faire bénéficier à des athlètes qui sont pas encore, qui n'ont pas encore franchi le cap, mais qui ont le potentiel pour le faire, de pouvoir aller voir sur 1 an, 2 ans, parce qu'après il faut pas non plus s'entêter, voir si cet athlète-là, il peut franchir le pas, il peut aller au très haut niveau, parce que des places de finalistes, c'est bien, c'est beau, c'est cool, des qualifiés, c'est bien, c'est beau, c'est cool, mais en fait, on retient quoi? Et qu'est-ce qui fait la force d'une nation? Qu'est-ce qui fait, enfin, quelle politique on veut mettre? Alors, comme moi, je suis pas à la Fédé, je vais pas faire de l'ingérence sur la politique sportive de la Fédération française d'athlétisme, mais aujourd'hui, on est un grand pays. On est un grand pays et on doit aussi pouvoir, sur des grands championnats internationaux, sortir notre épingle du jeu. On a trop souvent, je pense, mais c'est pareil, je ne jette la pierre à personne et c'est trop des constats, mais on s'est trop souvent appuyé sur des Renault, sur des Kevin, qui masquaient le fait que nos championnats étaient clairement ratés. Là, cette année, c'est Jimmy qui nous sauve les championnats, on va être clair. Ouais, complètement. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, malheureusement, la solution de facilité, elle existe et elle est de plus en plus étudiée et même adoptée par les Français. C'est de partir aux États-Unis, dans des universités, et de là-bas pouvoir vraiment se concentrer sur sa discipline sportive, être dans de bonnes infrastructures, avoir des bonnes conditions d'entraînement, être capable de avoir un cursus scolaire également à côté, parce que souvent en France on est obligé de faire des choix, hein, on doit choisir soit l'école soit l'athlé, et souvent c'est l'école qu'on choisit, et heureusement j'ai envie de dire, parce que notre système ne nous permet pas de cumuler, et ça amène des solutions pour la fédération parce que les athlètes peuvent aller progresser pour certains et encore c'est pas le cas pour tout le monde aux États-Unis, mais ça amène aussi des problématiques. Je prends l'exemple je crois que j'ai mangé son prénom, mais je crois que c'est William Vessa qui avait fait un gros 400 mètres à Talence au championnat de France élite. Il aurait dû être sélectionné pour Tokyo et il n'a pas pu être sélectionné parce que son université ne l'a pas lâché. L'université a dit non, tu dois être là à la rentrée au mois de septembre, tu vas pas au championnat du monde de Tokyo. Et lui, il a dit bah tant pis, moi, il a pas le choix. L'université lui paye ses études qui coûtent 40, 50 000 balles. Donc c'est à la fois bien, ça peut être bénéfique pour les athlètes, mais dans ce cas-là, c'est même au détriment de la fédération parce que l'athlète progresse, il sert son université jusqu'au mois de mai, il rentre, il est rincé. Et après, il peut même pas faire le championnat international avec l'équipe de France. Et ça, c'est vraiment dommage. Il va falloir vraiment trouver des solutions pour éviter cet exode aux États-Unis ou mieux l'accompagner. Parce que c'est compliqué. Samuel, Alex. Samuel, pas William. T'as raison, Samuel Vessa. Ouais, Alors moi sur ça, je te rejoins entièrement. La solution de facilité, c'est de partir aux États-Unis. Faudrait faire des stats, mais je pense que entre la réussite, ceux qui ont vraiment explosé aux États-Unis et ceux qui ont juste fait un passage, je pense que la stat n'est pas forcément glorieuse. Par contre, quand ils éclatent, ils éclatent. Ça, c'est Non. clair. Hein? Euh, T'es d'accord avec moi, c'est ça que tu disais? Ah ouais, complètement, ouais, carrément. Ouais. Non, moi Par aussi, je contre, suis complètement d'accord avec ça. Et c'est des stats qu'il faut arriver à retrouver, mais qui sont pas forcément proposées, notamment par les agences qui, elles, ont les stats, mais les agences de recrutement, je sais pas, de transfert, d'intermédiaires ne vont pas communiquer ça. Mais ça passe ou ça casse. voilà. C'est exactement ça. C'est soit t'exploses, soit ben, tu rentres au pays et t'as claqué 30 ou 40 000 balles sur 2 ans. C'est très cher les États-Unis. Moi, je pense que ce qu'ils font aux États-Unis, c'est reproductible en France. Ça va prendre du temps. Ça va peut sûrement prendre de l'argent, mais c'est reproductible. Voilà, une infrastructure, un lead coach, une cellule autour. Et ça, je pense que n'importe quelle personne est capable de le faire. Enfin, n'importe quel pays est capable de le faire. Mais il faut en avoir la volonté et il faut mettre les billes au bon endroit. C'est pas forcément évident. Ça se fera pas en un jour. Aujourd'hui, les États-Unis, oui, il y a comme tu dis, il peut y avoir des résultats. Sauf que ils n'ont pas le même calendrier que nous. Ils fonctionnent pas de la même façon que nous. Et nous, nos athlètes, quand ils rentrent, souvent ils sont rincés. T'as entièrement raison parce que eux, ils ont un gros cycle pour leur NCAA qui est fermé, qui souvent est en balance avec les interclubs. Donc
T'as des fois des athlètes aux États-Unis que tu peux pas refaire descendre parce que leur université leur met la pression. Et puis derrière, ils font un gros cycle de meetings en Europe. Donc là, ils viennent prendre du cash. J'ai envie de dire, c'est leur métier, pas de problème, je peux comprendre. Quitte à ce que le championnat, ils sont un peu moins bons, ils en ont un peu rien à cirer parce que eux, ce qu'ils veulent faire, je pense, c'est vivre. Et ils ont raison. Et c'est leur politique patriote et tout ça. Mais j'ai envie de dire, les États-Unis, ça m'étonne pas. Quand tu vois qu'en NBA, les athlètes alors c'est d'autres finances, mais t'as des athlètes étrangers, on leur dit, mais non, je te libère pas pour tes championnats d'Europe. T'es en franchise avec moi, t'es payé par mois, mais je te garde. Et moi, j'ai envie de dire, normal, si demain ton employeur, tu lui dis, bah, écoute, tu me libères pour que j'aille faire je sais pas quoi, tranquille, et bien t'es non, mais moi je te paye. Je veux que tu travailles pour moi. Je veux pas que tu travailles pour l'autre. Tu vois, alors je vais dans l'extrême, c'est une caricature qui est peut-être pas la bonne, bien choisie. Mais cet exode aux États-Unis, moi je pense qu'il faut la quantifier. C'est vraiment ciblé sur un profil d'athlètes qui ont justement le profil, mais il faut pas la systématiser. Et je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être rentré dans ce système de ah, c'est trop fort les États-Unis, c'est trop beau, allez-y. Moi, j'ai pas mal la tête au club qui ont fait 1 an, 2 ans, qui sont rentrés, qui n'ont pas eu des progressions significatives et qui se retrouvent à casse départ en fait. Et ouais, Laurent, mais là, on touche du doigt un sujet hyper vaste, hyper intéressant. On s'est un peu éloigné de notre sujet aujourd'hui, qui était le Ouais, Bordeaux Athlé, le tour des clubs. oui, Si tu veux, on te réinvitera un jour pour parler de plus longuement, plus profondément ouais, de ouais, ces problématiques qui sont vraiment très intéressantes et très à l'ordre du jour, hein. On le voit, là, il y a encore des dizaines et des dizaines d'athlètes et de plus en plus d'athlètes des équipes de France qui partent aux États-Unis. Mais on en reparlera un petit peu ouais, peut-être bien sûr. plus tardivement. Allez les amis, après avoir donné la parole à Laurent Moreski pour qu'il nous explique un petit peu comment fonctionnait le club de Bordeaux Athlé, quels étaient un petit peu les rouages de ce club, on trouvait intéressant de donner la parole à quelqu'un d'autre et notamment à des athlètes. Et là, en l'occurrence, c'est Marie-Julie Bonin, l'enfant de Bordeaux Athlétisme, qui a été formée au club, qui évolue au plus haut niveau maintenant. Elle était championne du monde l'année dernière en indoor, du saut à la perche, qui va nous dire pourquoi, d'après elle, Bordeaux Athlétisme, c'est le meilleur club de France. Salut, c'est MJ pour Chambre d'appel et aujourd'hui on va voir pourquoi ça fait 10 ans que je suis licenciée au Stade Bordeaux Athlétisme. À savoir que j'ai toujours été une enfant du club, que j'ai vu le club évoluer et de la plus belle des manières et surtout en termes de performance. Mine de rien, on a vachement progressé. Cette année, l'équipe s'est hissée à la 2e place du classement des clubs français. Donc c'est juste énorme et je sais qu'on a largement le potentiel pour aller viser la première. Donc attention à vous. Mais globalement, même en termes d'organisation, de ce qui est mis en place pour les athlètes, c'est juste incroyable. Et ça, je pense qu'on le doit aussi à notre présidente, à Caro Pujol, qui fait un taf de dingue, qui a su redynamiser le club, mettre les athlètes au centre du projet. Et c'est vrai que, en fait, rien à dire, on a vraiment toutes les clés pour performer. Et c'est vraiment un club dans lequel on peut venir pour faire du sport amateur, du sport santé, du sport professionnel. Donc, ouais, je pense que c'est, pour moi en tout cas, le meilleur club de France. Allez, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, les amis. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode du Tour des clubs avec d'autres histoires, d'autres visages et toujours la même passion autour de l'athlétisme. Cette série, je vous le rappelle, elle vous est présentée en partenariat avec Dima Sport, partenaire officiel de l'athlétisme français. Et n'oubliez pas le grand jeu concours, si vous voulez soutenir un club ou votre club, pour lui permettre de remporter les 1500 € de matériel Dima, c'est assez simple. Il suffit d'aller liker la vidéo du club en question sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, l'épisode qui récoltera le plus de likes désignera le grand gagnant. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez profiter de moins 15% sur dimasport.fr avec le code LCDA15, valable pendant toute la durée de notre série. Toutes les infos, bien évidemment, sont détaillées dans la description de l'épisode, juste en dessous. Merci à tous pour votre soutien et à très très bientôt les amis. À très vite. Merci Laurent. Merci à vous.